Ma sœur a couché avec mon copain, elle est tombée enceinte et mes parents ont pris son parti, puis ils ont voulu mon héritage, mais j'ai riposté d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. J'ai 24 ans maintenant, mais toute cette histoire a commencé il y a quelques années. À l'époque, j'étais en couple avec un gars que j'avais rencontré à la fac, appelons-le Lucas. Le courant est tout de suite passé entre nous, il semblait gentil, attentionné et on avait beaucoup de points communs. Au début, tout allait bien, j'étais folle amoureuse de lui et je pensais vraiment que c'était l'homme que j'allais épouser un jour. Donc, naturellement, après environ un an ensemble, j'ai décidé qu'il était temps de le présenter à ma famille. Ma famille est un peu, disons, traditionnelle, on vient d'un milieu assez conservateur et mes parents ont des avis très tranchés sur qui on doit fréquenter, comment on doit se comporter et quand on doit se marier. Ils n'ont pas sauté de joie en rencontrant Lucas, ils n'ont pas été impolis ou quoi que ce soit, mais je sentais bien qu'ils ne l'aimaient pas vraiment. Ils ne disaient pas grand-chose, ils me lançaient juste ce regard du genre « t'es sûr de ton choix ?» mais j'ai laissé couler en me disant qu'ils finiraient par s'y faire. Mais voilà le truc, alors que mes parents étaient tièdes à son égard, mes sœurs semblaient l'adorer. Chloé, qui a 22 ans, et Léa, qui n'a que 11 ans, s'entendaient super bien avec lui. Ça me rendait heureuse parce que l'approbation de la famille compte, même si c'était juste mes sœurs. Chloé semblait particulièrement apprécier sa compagnie et on plaisantait même sur le fait qu'elle était en train de me voler mon copain. Léa l'adorait aussi, mais c'est juste une enfant, donc ça ne me paraissait pas bizarre. Lucas et moi on n'habitait pas ensemble parce que dans ma culture, c'est hors de question tant qu'on n'est pas mariés, donc on travaillait dans des villes différentes et on se voyait quand on pouvait, mais je pensais que notre couple était solide. Je lui faisais une confiance aveugle, pourquoi j'aurais douté? C'était mon copain et il s'entendait bien avec mes proches, qu'est-ce qui pouvait mal tourner, non? Eh bien, 3 mois après que Lucas a rencontré ma famille, les choses ont basculé. J'étais chez lui pour le week-end, on avait passé une journée normale, rien de spécial, on avait commandé à manger, regardé un film, la routine quoi. Il est allé prendre une douche et son téléphone s'est mis à vibrer. Je ne suis pas du genre à fouiller dans le téléphone des autres, je crois vraiment que si on fait confiance à quelqu'un, on n'a pas besoin de faire ça, mais ce jour-là, quelque chose me chiffonnait. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer et je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai pris. Peut-être qu'une partie de moi savait déjà que quelque chose clochait, ou peut-être que j'étais juste curieuse. Quand je l'ai déverrouillé, j'ai vu un message de Chloé. Au début, je ne me suis pas inquiétée, c'est ma sœur après tout. Mais quand j'ai ouvert la conversation, mon cœur s'est pratiquement arrêté. Les messages n'étaient pas normaux, c'était de la drague, et pas qu'un peu, c'était très explicite. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais, ma sœur et mon copain. J'ai commencé à remonter dans la conversation et c'était pire que tout. Ça durait depuis des mois, des messages tard le soir, des private jokes que je ne comprenais pas et même des plans pour se voir dans mon dos. J'avais la nausée. Depuis combien de temps ça durait? La personne en qui j'avais le plus confiance est ma propre sœur. J'ai fait des captures d'écran de tout, mes mains tremblaient et je n'arrivais plus à réfléchir, mais je savais qu'il me fallait des preuves. Je me suis envoyé les captures et j'ai juste quitté son appartement sans dire un mot. Je n'ai pas attendu qu'il sorte de la douche, je ne lui ai pas laissé la chance de s'expliquer ou de me mentir, je me suis juste enfuie. Dès que je suis arrivée chez moi, mon téléphone a commencé à exploser d'appels et de SMS de Lucas, il a dû réaliser que quelque chose n'allait pas quand il a vu que j'étais partie. J'ai tout ignoré, je ne pouvais même pas regarder mon téléphone sans avoir envie de hurler. Finalement, j'ai envoyé les captures d'écran dans le groupe de discussion de nos amis communs et je l'ai bloqué. Je me fichais des retombées à ce stade, c'était fini, je n'avais aucune patience pour les mensonges ou la trahison. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'était Chloé. La trahison de Lucas faisait un mal de chien, mais Chloé, c'était un autre niveau de douleur. Ce n'était pas juste ma sœur, on a grandi pratiquement inséparables. Nos parents étant souvent absents et absorbés par leur propre monde, Chloé et moi on avait toujours compté l'une sur l'autre. On n'avait que 2 ans d'écart et on avait toujours été là l'une pour l'autre, ou du moins c'est ce que je croyais. Le lendemain matin, je n'en pouvais plus, j'ai fait un sac et j'ai pris le premier train pour rentrer chez mes parents et la confronter. Je me fichais de la scène que j'allais faire, c'était plus gros qu'une simple dispute, j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Quand je suis entrée dans la maison de mes parents, Chloé était là comme si de rien n'était,
assise à la table de la cuisine, sur son téléphone. J'ai claqué les captures d'écran sur la table devant elle. Notre mère et notre père étaient là aussi. Chloé n'a même pas essayé de nier, elle a juste regardé les messages et a haussé les épaules comme si ce n'était pas grave. Elle a carrément dit « Ouais, je l'ai fait, et alors ?» J'avais envie de hurler. Comment elle pouvait agir comme si ça n'avait pas d'importance? Comme si elle ne venait pas de détruire notre relation pour toujours. Ma mère a pété les plombs, elle a giflé Chloé, un truc que je ne l'avais jamais vu faire. Mon père était furieux aussi, il hurlait sur Chloé en lui disant de sortir de la maison. Il lui a donné une semaine pour déménager et je pensais que c'était fini, je pensais que c'était la fin du drame, mais 2 jours plus tard, Chloé a lâché une autre bombe. Elle était enceinte de Lucas. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, la situation passait de catastrophique à cauchemardesque en quelques jours. Mes parents, qui étaient si en colère contre elle, se sont soudainement adoucis. Ils ne pouvaient pas rester fâchés une fois qu'ils ont su qu'elle était enceinte et juste comme ça, toute la dynamique a changé. C'était comme si Chloé était innocentée juste parce qu'elle allait avoir un bébé. Mes parents ont commencé à dire qu'ils ne pouvaient pas l'abandonner maintenant, qu'ils devaient la soutenir peu importe ce qu'elle avait fait. C'est là que j'ai craqué. Je leur ai dit exactement ce que je pensais, qu'ils l'encourageaient, que tout ça était tordu. Ils ont essayé de me dire de me calmer, que je réagissais de manière excessive, mais je ne pouvais plus supporter ça. J'ai pris mes affaires, je leur ai dit de ne plus jamais me contacter et je suis partie. La seule que je n'ai pas bloquée, c'est Léa, c'est juste une enfant et je ne voulais pas lui couper les ponts aussi. 2 semaines plus tard, ma mère a réussi à avoir mon nouveau numéro et m'a envoyé un faire-part de mariage. Lucas et Chloé allaient se marier et ma mère avait le culot d'agir comme si je devais être là pour l'unité de la famille ou je ne sais quoi. Je l'ai envoyé balader et je l'ai bloqué à nouveau. C'est comme ça que tout a commencé. Je pensais que le pire était derrière moi, mais j'étais loin de me douter que le vrai bordel ne faisait que commencer. Après tout ce qui s'est passé avec Chloé, mon ex et mes parents, je pensais que couper les ponts me donnerait un peu de paix. Il s'avère que la vie avait d'autres plans. Je ne parlais à personne sauf à Léa et j'essayais juste d'avancer dans ma vie, vous voyez. Mais bien sûr, les choses ne se passent jamais aussi simplement quand on a une famille comme la mienne. Environ 2 mois après avoir bloqué tout le monde, j'ai commencé à entendre des choses par des bruits de couloir. Une cousine avec qui j'étais restée en contact a mentionné que Chloé organisait une fête prénatale et que mes parents l'organisaient. Apparemment, ils avaient invité une tonne de gens, comme si c'était une énorme célébration. Au début, je n'étais pas surprise, je me disais qu'ils en feraient tout un plat puisqu'ils agissaient comme si Chloé était une sorte de victime. Mais ensuite, ma cousine m'a dit quelque chose qui m'a vraiment mise hors de moi. Elle m'a dit qu'ils avaient commencé à raconter aux gens que c'était moi qui avais abandonné la famille et que Chloé était la bonne fille qui essayait de garder la famille soudée. Sérieusement, après tout ce qu'elle a fait, elle était devenue l'héroïne de l'histoire. J'étais tellement en colère, je voulais appeler ma mère et lui dire ces 4 vérités, mais je savais qu'il ne fallait pas que je me laisse entraîner là-dedans à nouveau. Je suis restée silencieuse, j'ai essayé de faire profil bas, mais ça ne voulait pas dire que je ne bouillonnais pas à l'intérieur. Le culot qu'ils avaient de retourner toute la situation comme si c'était moi le problème. Ma mère racontait apparemment aux gens que je devais me marier bientôt, pas pour une vraie raison, juste parce qu'elle ne voulait pas que les gens jasent sur le fait que Chloé, la sœur cadette, se mariait et avait un enfant avant moi. Non mais quoi? Je ne leur avais même pas parlé depuis des mois et maintenant ils s'inquiétaient de ma réputation. C'était ridicule, mais c'est comme ça que fonctionne l'esprit de ma mère, tout est une question d'apparence. Elle se fichait de ce que Chloé m'avait fait, non, le plus gros problème c'était l'image que ça renvoyait aux autres. Je ne vivais pas ma vie selon son calendrier et c'était apparemment un énorme scandale. Ouais, ça me rendait furieuse, mais plus que ça, ça me rendait triste. C'était comme si rien de ce que je faisais ne serait jamais assez bien pour eux. Même quand je les ai coupés de ma vie, ils trouvaient encore un moyen de contrôler le récit pour me faire passer pour la méchante. Bref, avançons un peu. Le mariage de Chloé a eu lieu. Évidemment, je n'y suis pas allée, mais j'ai tout su par ma cousine. Apparemment, c'était un truc très chic, mes parents ont mis le paquet.
Même si Chloé était enceinte de quelques mois à peine, ils ont fait en sorte de couvrir tout le scandale en disant à tout le monde qu'ils étaient juste responsables, qu'ils se mariaient rapidement pour que le bébé ne naisse pas hors mariage. Ma cousine m'a dit que mes parents racontaient à tout le monde que je n'étais pas venue à cause de mes engagements professionnels. Tu parles. Mais vous savez ce qui m'a vraiment fait mal ? Ce n'était pas seulement qu'ils mentaient pour couvrir leur propre embarras, c'était qu'ils faisaient encore semblant que tout était parfait, comme s'ils ne pouvaient même pas admettre que leur famille s'effondrait. Ils ne pouvaient pas juste être honnêtes sur ce qui se passait, au lieu de ça, ils devaient monter ce faux spectacle pour tout le monde. J'en avais fini avec eux à ce stade, mais entendre tout ça me faisait encore mal. C'était comme s'ils m'effaçaient complètement de l'histoire familiale. Quoi qu'il en soit, le temps a passé et j'ai essayé de tourner la page. Je me suis jetée dans le travail et je me suis concentrée sur la construction de ma propre vie. Pendant un moment, c'était calme, je n'avais pas beaucoup de nouvelles de ma famille et je me disais qu'ils m'avaient enfin laissé tranquille. Mais bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça marche dans ma famille. Un soir, j'ai reçu un appel de Léa. Il était tard et j'allais me coucher, mais quelque chose dans la façon dont le téléphone a sonné m'a donné un mauvais pressentiment. Quand j'ai décroché, Léa pleurait, elle arrivait à peine à sortir les mots, mais finalement elle m'a dit que notre père était décédé. J'étais sous le choc. Je veux dire, je n'avais pas la meilleure relation avec lui, mais quand même, c'était mon père. Ce qui m'a vraiment énervé par contre, c'est que c'est Léa qui a dû m'appeler. Ma mère n'a même pas pris la peine de le faire, je n'avais pas eu un mot de sa part. Léa m'a dit que notre père était malade depuis un moment, mais qu'il ne m'avait rien dit. Ma mère avait décidé de me le cacher parce qu'elle ne voulait pas me stresser. Vous y croyez ? Mon propre père était malade et il ne pensait pas que j'avais le droit de le savoir. Le lendemain matin, j'ai pris un billet pour rentrer. Je me fichais de tout le drame, je voulais juste être là pour Léa. Quand je suis arrivée chez mes parents, c'était comme entrer sur un champ de bataille. Ma mère et Chloé étaient là et la première chose qu'elles ont faite en me voyant, c'est de commencer à crier. Elles m'ont accusée de ne revenir que pour l'argent, comme si c'était la seule raison pour laquelle je voudrais être là. Chloé était particulièrement méchante, me traitant d'égoïste, disant que je les avais abandonnés quand ils avaient le plus besoin de moi. Je n'ai même pas eu l'occasion de faire mon deuil. Tout le monde était tellement concentré sur l'héritage, sur qui allait avoir quoi, qu'ils parlaient à peine de papa. C'était dégoûtant. Et comme si ça ne suffisait pas, quand ils ont lu le testament chez le notaire, c'était le chaos total. Il s'avère que papa m'avait laissé la plus grande part de ses biens. J'étais choquée. Je n'attendais rien de lui, surtout après comment les choses s'étaient passées. Mais c'était là, noir sur blanc. J'avais 40%, Léa 30%, maman 20% et Chloé, elle avait 10%. On pourrait croire que je me sentirais soulagée, non ? Genre, enfin un peu de justice, mais honnêtement, ça a juste empiré les choses. Chloé et son mari, Lucas, ont pété les plombs. Ils ont commencé à exiger que je renonce à ma part, disant que je ne la méritais pas, que Chloé avait plus besoin de l'argent à cause de son enfant. Ils ont même menacé de me traîner en justice pour ça. Je savais qu'ils n'avaient aucune base légale, mais le fait qu'ils soient prêts à aller aussi loin montrait juste à quel point ils étaient avides. Tout tournait autour de l'argent pour eux, ils se fichaient de la famille ou de ce qui était juste, ils voulaient juste mettre la main sur tout ce qu'ils pouvaient. Je leur ai dit que je ne renoncerais à rien. Et c'est là que les choses sont devenues malsaines. Le mari de Chloé a commencé à faire des menaces, disant que je le regretterais si je ne faisais pas ce qu'il voulait. Je savais que c'était juste des paroles en l'air, mais quand même, c'était inquiétant. Je devais déjà gérer la perte de mon père et maintenant je devais supporter ces conneries en plus. C'était trop. Après la lecture du testament, je suis retournée à mon hôtel pour me vider la tête. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, les mensonges, la trahison, l'avidité, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'allais plus les laisser me marcher dessus. J'avais passé trop de temps à laisser ma famille contrôler ma vie et il était temps de me défendre. Donc, après toute l'explosion autour de l'héritage, je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires. Il m'avait déjà accusé de ne revenir que pour l'argent, et Chloé et son mari essayaient de m'intimider pour que je cède ma part, mais je n'allais pas bouger. Je savais que j'avais le droit légal à ce que mon père m'avait laissé et honnêtement,
après tout ce qu'il m'avait fait subir, il était hors de question que je cède. Bref, quelques jours après la lecture du testament, j'ai reçu un message de mon avocat. Le notaire gérait la succession, mais j'avais pris un avocat. On avait un rendez-vous prévu pour passer en revue plus de détails sur la succession. Et honnêtement, je voulais juste en finir. J'étais fatiguée de tout ce drame et je voulais juste tout régler pour pouvoir retourner à ma vie. Mais quand je suis arrivée au bureau, il m'a annoncé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il s'avère que mon père m'avait écrit une lettre avant de mourir. L'avocat me l'a tendue en disant que mon père lui avait demandé de me la donner au bon moment. Je suis restée assise là 1 minute à fixer l'enveloppe, pas sûre de vouloir l'ouvrir. J'avais tellement de sentiments mitigés envers mon père. Oui, il m'avait laissé la plus grosse part dans le testament, mais il ne m'avait aussi jamais vraiment défendu quand toute la merde avec Chloé est arrivée. J'étais en colère contre lui, mais en même temps, il me manquait. C'est difficile à expliquer. Alors, j'ai fini par ouvrir la lettre. Elle n'était pas longue, juste quelques paragraphes, mais ce qu'il disait m'a touchée. Il s'excusait de ne pas avoir été là pour moi quand j'avais besoin de lui. Il disait qu'il savait qu'il aurait dû faire plus, mais qu'il se sentait piégé par la situation avec ma mère et Chloé. Il admettait avoir des regrets, surtout sur la façon dont les choses s'étaient terminées entre nous. En lisant ça, je ne savais pas si je devais pleurer ou être en colère. Une partie de moi ressentait un peu d'apaisement, mais une autre partie était juste énervée qu'il n'ait rien dit de tout ça de son vivant. Après avoir lu la lettre, l'avocat et moi avons passé en revue quelques autres points sur la succession, mais j'avais l'esprit ailleurs. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point les choses auraient pu être différentes si mon père avait parlé plus tôt. S'il m'avait défendu au lieu de rester silencieux, peut-être qu'on ne serait pas dans ce pétrin maintenant. Mais c'était trop tard pour tout ça et je ne pouvais rien faire pour changer le passé. Sur le chemin du retour à l'hôtel, j'ai reçu un appel de Léa. Elle était vraiment bouleversée parce qu'apparemment Chloé racontait des choses vraiment méchantes sur moi en ville. Elle disait aux gens que j'essayais de voler l'héritage et que je montais la famille contre elle. Je n'étais pas surprise. Honnêtement, Chloé a toujours su jouer la victime et se faire passer pour l'innocente. Mais ça faisait quand même mal d'entendre qu'elle répandait des mensonges sur moi. Quand je suis rentrée à l'hôtel, j'ai décidé de faire une pause avec tout ce drame et de passer du temps avec Léa. Je suis allée la chercher et on est allé dîner. On a parlé de tout ce qui se passait et j'ai essayé de la rassurer en lui disant que rien de tout ça n'était de sa faute. Elle était juste prise au milieu de tout ça et je détestais qu'elle ait à subir ça. Mais le lendemain, les choses ont pris une tournure encore pire. Je me suis réveillée avec un tas d'appels manqués et de SMS de numéros inconnus. Au début, j'ai cru que c'était juste du spam, mais ensuite j'ai commencé à lire les messages. Ils étaient tous menaçants, m'insultaient et m'accusaient d'essayer de déchirer la famille. Quelqu'un a même dit qu'il allait me le faire payer si je ne reculais pas. Je n'avais aucune idée de qui était derrière ça, mais j'avais le sentiment que le mari de Chloé était impliqué. Il m'avait déjà menacé une fois et je ne serais pas surprise qu'il tente un truc pareil. J'ai tout transféré à mon avocat au cas où les choses dégénéreraient, mais honnêtement, ça commençait à devenir vraiment effrayant. C'est une chose de gérer un drame familial, mais quand les gens commencent à faire des menaces, c'est un tout autre niveau. Plus tard cet après-midi-là, je suis allée à ma voiture pour découvrir que quelqu'un avait crevé mes pneus. Les 4. J'étais complètement paniquée à ce stade. Qui fait ça? Je savais que Chloé et son mari étaient en colère, mais là ça semblait bien trop extrême. C'était comme s'ils étaient prêts à tout pour obtenir ce qu'ils voulaient. J'ai appelé la police et j'ai porté plainte, mais je n'avais pas grand espoir qu'ils attrapent celui qui avait fait ça. Pourtant, je n'allais pas les laisser m'intimider. Je gérais déjà assez de choses et la dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'avoir peur à chaque fois que je passais la porte. J'ai parlé au personnel de l'hôtel et ils ont renforcé la sécurité autour de la propriété, donc ça m'a un peu rassurée, mais il était clair que ça n'allait pas s'arrêter de sitôt. Quelques jours plus tard, on a eu une autre réunion avec le notaire et les avocats pour finaliser certaines choses avec la succession. Chloé et son mari étaient là et la tension dans la pièce était palpable. Ils m'ont à peine adressé la parole, mais les regards noirs qu'ils me lançaient en disaient long. À la fin de la réunion, le mari de Chloé m'a prise à part et m'a dit que je faisais une énorme erreur en ne renonçant pas à ma part. Il a dit que je le regretterais et que ce n'était pas fini.
Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je suis juste partie. Je n'allais pas le laisser me faire peur pour que je fasse quelque chose que je ne voulais pas faire. Mais au fond, je savais que ce n'était pas la fin. Chloé et son mari n'allaient pas s'arrêter tant qu'ils n'auraient pas ce qu'ils voulaient et je devais être prête pour la suite. Ce soir-là, je me suis assise et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis la mort de mon père. Les mensonges, les menaces, le vandalisme. C'était tellement épuisant. Je voulais juste que ce soit fini. Je voulais passer à autre chose et laisser tout ça derrière moi. Mais je savais que ça n'arriverait pas tant que Chloé et son mari seraient dans les parages. Pourtant, je n'allais pas abandonner. J'avais traversé trop d'épreuves pour les laisser me bousculer maintenant. Ils pouvaient faire toutes les menaces qu'ils voulaient, je ne reculerais pas. C'était ma vie, mon héritage et j'allais me battre pour ce qui m'appartenait. Et s'ils pensaient pouvoir m'effrayer pour que je me soumette, ils allaient tomber de haut. Les choses ne se sont pas calmées après cette dernière réunion. Au contraire, elles ont empiré. Chloé et son mari devenaient de plus en plus désespérés et honnêtement, je commençais à avoir l'impression d'être au milieu d'un mauvais film. Les menaces continuaient d'arriver. Les SMS méchants de numéros aléatoires ne s'arrêtaient pas et j'étais juste mentalement épuisée. Un soir, environ une semaine après l'incident des pneus crevés, je rentrais à l'hôtel après avoir dîné avec Léa. Elle restait avec moi depuis quelques jours, ce qui était franchement un soulagement. C'était bien d'avoir quelqu'un de mon côté dans tout ce bordel. On traversait le hall quand j'ai remarqué ce type qui restait juste là à nous regarder. Au début, j'ai cru que c'était juste quelqu'un qui attendait, mais quand on est passé, il nous a suivis. J'ai essayé de ne pas paniquer, mais toute la situation me mettait déjà sur les nerfs. On est monté dans l'ascenseur et dès que les portes se sont fermées, j'ai regardé Léa. « Tu as vu ce type ?» j'ai demandé. Elle a hoché la tête, l'air aussi nerveuse que moi. Ouais, il nous fixait. On est arrivé dans notre chambre et j'ai immédiatement appelé la réception pour signaler le gars. Ils ont dit qu'ils vérifieraient les caméras et enverraient quelqu'un patrouiller à l'étage, mais ça ne m'a pas vraiment rassurée. Tout ça devenait beaucoup trop intrusif. Je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que le mari de Chloé était derrière tout ça d'une manière ou d'une autre. Qui d'autre irait aussi loin juste pour me faire peur ? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le moindre bruit me faisait sursauter, convaincu que quelqu'un essayait d'entrer par effraction ou pire. C'était comme vivre un cauchemar et je ne pensais qu'à une chose, comment faire cesser ça. Le lendemain matin, j'ai décidé que je devais prendre des mesures sérieuses. J'ai appelé mon avocat et je lui ai tout dit sur les menaces, le type bizarre dans le hall, les pneus crevés. Il a convenu que les choses devenaient incontrôlables et a suggéré qu'on demande une ordonnance de protection contre le mari de Chloé. Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire, mais à ce stade, ça semblait être la seule option. On a déposé les papiers le lendemain et j'ai essayé de faire profil bas en attendant la date d'audience, mais bien sûr, Chloé et son mari n'ont pas bien pris la nouvelle. Les SMS ont repris de plus belle, cette fois avec plus de menaces sur le fait que je le regretterais et qu'il s'assurerait que je paie pour tout. C'était épuisant, mais j'avais fini d'avoir peur. Ils pouvaient m'envoyer tout ce qu'ils voulaient, je ne céderais pas. Quelques jours plus tard, la date de l'audience pour l'ordonnance de protection est arrivée. Je me suis présentée avec mon avocat et devinez qui d'autre était là ? Chloé et son mari, bien sûr. Ils avaient l'air suffisants, comme s'ils pensaient que tout ça était une blague. J'ai évité tout contact visuel avec eux, me concentrant sur ce que disait mon avocat, mais je pouvais sentir leurs yeux sur moi tout le temps. Quand le juge nous a appelés, le mari de Chloé a essayé d'agir comme si c'était moi qui causais tout le drame. Il a dit que j'exagérais tout, que j'étais juste amère à propos de l'héritage et que j'essayais de faire de sa vie un enfer. Je n'en croyais pas mes oreilles. Sérieusement ? Il crève mes pneus, m'envoie des menaces et c'est moi qui pose problème ? Heureusement, le juge a vu clair dans son jeu. Après avoir entendu les deux parties, ils ont accordé l'ordonnance de protection et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, j'ai ressenti un petit soulagement. Au moins maintenant, il y avait quelque chose en place pour me protéger si les choses empiraient. Mais bien sûr, les choses ne se sont pas arrangées comme par magie du jour au lendemain. Les menaces ne se sont pas arrêtées tout de suite et j'avais toujours l'impression de devoir constamment regarder par-dessus mon épaule.
Mais au moins maintenant j'avais la loi de mon côté et ça me donnait une certaine tranquillité d'esprit. Quelques semaines ont passé et je commençais enfin à sentir que les choses se tassaient peut-être. Je restais toujours à l'hôtel, mais j'avais commencé à chercher un nouvel appartement où je pourrais me sentir plus en sécurité. Léa était rentrée chez elle et elle me manquait, mais on restait en contact constamment. Elle devait encore gérer les retombées de tout le drame familial, mais au moins elle n'était pas coincée au milieu autant que moi. Puis un matin, je me suis réveillée avec un message d'un numéro inconnu. Ce n'était pas une menace cette fois, par contre. C'était un lien. J'ai hésité une seconde avant de cliquer dessus. Et ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Quelqu'un avait créé un site web entier dédié à me démolir. Je parle de mensonges, de demi-vérités et de pure méchanceté. Il me dépeignait comme cette personne égoïste et avide qui déchirait la famille. Il y avait même des photos de moi à l'enterrement où j'avais l'air froide et sans cœur selon les légendes. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était un autre niveau de folie. J'ai immédiatement appelé mon avocat et je lui ai envoyé le lien. Il m'a dit de faire des captures d'écran de tout, ce que j'ai fait. Et ensuite on a lancé la procédure pour faire fermer le site. C'était juste un autre rappel que Chloé et son mari n'allaient pas s'arrêter tant qu'ils n'auraient pas ce qu'ils voulaient. Mais à ce stade, j'étais tellement fatiguée. Je me fichais même de ce qu'ils me lançaient à la figure. Je voulais juste que ce soit fini. Ce soir-là, j'ai parlé à Léa à nouveau. Elle était bouleversée par le site web et voulait aider, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose. Je ne voulais pas qu'elle soit impliquée là-dedans plus qu'elle ne l'était déjà. On a parlé un moment et elle m'a raconté comment Chloé agissait comme si rien n'était, comme si elle n'avait rien causé de tout ça. Du Chloé tout craché, toujours à jouer la victime. Je suis allée me coucher ce soir-là en me sentant vidée, mais au moins j'avais un plan. Le site serait fermé, l'ordonnance de protection était en vigueur et j'avais des gens de mon côté. Je n'étais pas seule là-dedans, même si j'en avais parfois l'impression. Le lendemain, je me suis réveillée avec un email de mon avocat disant que le site avait été retiré. Enfin une bonne nouvelle. Ça ressemblait à une petite victoire dans cette bataille sans fin, mais je prenais ce qu'il y avait à prendre. Je savais que Chloé et son mari n'allaient pas abandonner facilement. Mais au moins maintenant j'avais un certain contrôle sur la situation. Assise dans ma chambre d'hôtel ce matin-là, en buvant mon café et en essayant de comprendre tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus peur. J'étais en colère, oui, mais la peur qui planait sur moi depuis des semaines avait commencé à s'estomper. Je n'allais plus les laisser contrôler ma vie. Ils pouvaient essayer tout ce qu'ils voulaient pour me rabaisser, je ne reculerais pas. Pas maintenant. Plus jamais. Donc, nous voilà dans la dernière ligne droite. Et je pensais que peut-être les choses allaient enfin se calmer après la victoire au tribunal. Mais non. Mon drame familial avait d'autres plans. Je savais que Chloé et son mari n'allaient pas reculer aussi facilement. Mais même moi, je n'aurais pas pu deviner jusqu'où ils iraient cette fois. Ça a commencé environ 2 semaines après l'audience. Je commençais à me sentir un peu plus détendue, comme si je pouvais enfin respirer à nouveau sans regarder constamment derrière moi. Je pensais même à quitter l'hôtel pour un appartement, quelque chose de plus permanent. Mais ensuite, il s'est passé un truc bizarre. Un matin, j'ai reçu un colis livré à mon hôtel. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose clochait. Je l'ai ouvert et à l'intérieur il y avait ce vieux carnet abîmé. Au début, j'ai cru que c'était juste des vieux trucs. Peut-être que quelqu'un s'était trompé de colis. Mais ensuite je l'ai ouvert et c'est là que c'est devenu glauque. Le carnet entier était rempli de notes manuscrites sur moi. Je parle de pages et de pages de messages gribouillés sur ma vie, ma famille et même des choses sur le testament de mon père. Certaines notes étaient des dates et des heures indiquant où j'avais été, avec qui, même des endroits où j'étais allée avec Léa. Quelqu'un me surveillait et tout était étalé là, juste devant moi. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Qui m'enverrait ça? Est-ce que c'était une sorte de tactique d'intimidation tordue du mari de Chloé? Ils avaient déjà essayé les menaces, le vandalisme, même les appels bizarres, mais là c'était différent. C'était beaucoup plus personnel, comme si quelqu'un m'observait, traquait chacun de mes mouvements.
J'ai appelé mon avocat immédiatement et je lui ai envoyé des photos du carnet. Il était tout aussi effrayé que moi et m'a dit de le signaler à la police, ce que j'ai fait. Ils ont pris le carnet comme preuve, mais je ne retenais pas mon souffle pour qu'il en ressorte quelque chose. La police avait 1 million d'autres choses à gérer. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'ils trouveraient qui était derrière ça de sitôt. Après ça, j'ai essayé de faire profil bas, restant dans ma chambre d'hôtel la plupart du temps et ne sortant que quand c'était absolument nécessaire. Léa m'appelait toujours régulièrement et elle était inquiète aussi. Elle n'avait aucune idée de qui pouvait être derrière le carnet, mais elle soupçonnait le mari de Chloé tout comme moi. Puis un soir, alors que je rentrais dans ma chambre après avoir pris à manger, j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. Ce même type du hall de l'hôtel d'il y a quelques semaines, celui qui nous observait Léa et moi, était de retour. Il se tenait près des ascenseurs, faisant semblant de regarder son téléphone, mais il gardait définitivement un œil sur moi. J'ai senti mon cœur s'emballer, mais j'ai joué la carte du sang-froid. Je suis passé juste devant lui, faisant comme si de rien n'était, mais je sentais ses yeux sur moi tout le long. Une fois dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai immédiatement appelé la sécurité de l'hôtel. Ils ont dit qu'ils avaient vérifié les caméras et envoyé quelqu'un faire une ronde à l'étage, mais honnêtement, je ne me sentais plus en sécurité là-bas. J'ai appelé Léa ce soir-là et je lui ai tout raconté. Elle avait peur, ce qui me rendait encore plus anxieuse. Je détestais qu'elle soit prise là-dedans, qu'elle ait à gérer les retombées du bordel de Chloé. Mais je lui ai promis d'être prudente et on a prévu de se voir le lendemain pour décider de la marche à suivre. Le lendemain, j'ai retrouvé Léa dans un café en centre-ville, loin de l'hôtel. On est resté là quelques heures à parler de tout. Elle m'en a dit plus sur ce qui se passait avec Chloé à la maison, comment elle agissait comme si rien n'était, comme si elle n'avait pas juste essayé de me traîner en justice pour le testament. C'était exaspérant, mais ça ne me surprenait pas. Puis Léa m'a lâché une info à laquelle je n'étais pas prête. Elle a dit que le mari de Chloé posait des questions sur l'endroit où je me trouvais, essayant de savoir où je logeais. C'est là que j'ai compris. Le type à l'hôtel, le carnet, tout ça. Il me surveillait et il prévoyait probablement quelque chose de pire. Je savais que je ne pouvais plus rester à l'hôtel. Ce n'était pas sûr. Et si le mari de Chloé avait des gens qui me surveillaient, ce n'était qu'une question de temps avant que ça dérape. Alors ce soir-là, j'ai fait mes valises et j'ai quitté l'hôtel. Je n'ai dit à personne où j'allais, pas même à Léa, juste au cas où. J'ai réservé une chambre dans un autre hôtel à l'autre bout de la ville, en espérant que ça les sèmerait pour un moment. Les 2 jours suivants ont été calmes. Je n'ai rien entendu de Chloé ou de son mari, et les SMS et appels bizarres semblaient avoir cessé, mais je ne baissais pas ma garde. Je savais à quoi m'attendre maintenant. Puis, de nulle part, j'ai reçu un appel de mon avocat. Il avait une nouvelle qui m'a prise complètement au dépourvu. Le mari de Chloé avait été arrêté. Apparemment, il avait été pris en train d'essayer d'entrer par effraction dans mon ancienne chambre d'hôtel. Je ne savais pas ce qu'il prévoyait de faire, mais quoi que ce soit, il s'est fait choper avant de pouvoir passer à l'acte. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de colère. Soulagement qu'il soit enfin hors jeu, mais colère qu'on en soit arrivé là. Je veux dire, quel genre de personne va aussi loin juste pour de l'argent d'héritage? C'était dingue. La police m'a dit qu'ils enquêtaient et que je devrais probablement retourner au tribunal pour témoigner, mais au moins maintenant je savais que j'étais en sécurité, du moins pour le moment. Après ça, les choses ont enfin commencé à se calmer. La police m'a tenu au courant de l'affaire et mon avocat était confiant que le mari de Chloé ne pourrait plus rien tenter de tel, pas avec les charges qui pesaient contre lui. J'ai emménagé dans un nouvel appartement quelques semaines plus tard, un endroit que Chloé et son mari ne connaissaient pas. Je suis restée en contact avec Léa, bien sûr, mais je me suis assurée qu'elle ne dise à personne où j'habitais. Je ne prenais aucun risque. Ça fait quelques mois maintenant, et même si j'aimerais dire que tout est revenu à la normale, je ne pense pas que ce sera jamais le cas. Il y a toujours une partie de moi qui est sur le qui-vive, qui regarde toujours par-dessus son épaule, se demandant si Chloé ou son mari vont tenter quelque chose à nouveau. Mais pour l'instant, j'essaie juste d'avancer dans ma vie, de me reconstruire après tout ce qu'ils m'ont fait subir. En y repensant, je n'arrive pas à croire à quel point tout ça est allé loin. Ça a commencé avec Chloé qui me trahit avec mon copain,
et d'une manière ou d'une autre, ça a escaladé en menaces, batailles judiciaires et ordonnances de protection. Mais à travers tout ça, j'ai appris quelque chose d'important. Je suis plus forte que je ne le pensais. Et quoi qu'il arrive, je ne laisserai plus jamais personne profiter de moi.